Bonsoir, monsieur Finkielkraut. Bonsoir. Je vous nomme président de la République. Maintenant, quelle est votre priorité? Vous démissionnez. Il a raison. Ah, c'est vrai? Il a raison. Ce serait votre première mesure? J'essaye de former un cabinet. Non, ma priorité, c'est une question très difficile. Eh bien, écoutez, d'abord, j'essaye de sauver ce qui peut l'être de l'éducation nationale. J'essaye de remettre un peu de République dans l'école républicaine. Je prends l'exact contre-pied de toutes les réformes qui ont été menées depuis 40 ans et qui trouvent leur apothéose aujourd'hui dans la réforme du collège proposée par Najat Vallaud-Belkacem. Je redonne tout le sens que mérite cette expression à l'élitisme républicain. Je rappelle que la sélection a été instaurée par la République précisément pour s'opposer à la cooptation bourgeoise. Je rappelle que l'école n'a pas pour but de supprimer les inégalités, mais de remplacer les inégalités de naissance et de fortune par celles du talent. Je remets au cœur de l'enseignement non l'enfant, ce qui ne veut strictement rien dire, mais la culture et en premier lieu les humanités, l'histoire, la littérature, bien entendu les sciences, les mathématiques, et je pense aussi que pour redonner une certaine signification à l'enseignement de l'histoire, je fais en sorte que ce soit une histoire chronologique et une histoire de France. Non pas une histoire de France hagiographique, c'est pas ce que j'ai connu, patriotique, ni a fortiori nationaliste, mais une histoire du pays où nous sommes, dont nous sommes les héritiers, et à travers laquelle, bien sûr, on peut réussir à penser le monde, parce que personne n'habite directement le monde. Voilà, et je pense qu'il y a d'autres priorités, bien sûr, mais je m'entourerai de ministres plus compétents que moi sur le reste. Est-ce que vous serez entendu d'ici 2017 ? Comment ? Est-ce que vous serez entendu d'ici 2017 ? Écoutez, ça fait un certain nombre d'années, parce que, si vous voulez, oui, je vieillis, que je ne suis pas vraiment entendu, ni d'ailleurs de la droite, ni de la gauche, notamment sur les questions de l'école. Donc, j'ai bien peur de ne pas l'être davantage. Est-ce que les Français, en revanche, sont prêts à entendre ce que vous dites ? Les Français... C'est un mot que je ne peux pas utiliser. Je ne suis pas un homme politique. Je ne m'adresse pas aux Français. Il me semble, oui, que ce à quoi j'essaye de réfléchir trouve un certain écho parmi beaucoup de gens qui sont inquiets devant notamment le désastre de l'école, qui n'ont pas peur de la nostalgie, en plus, c'est-à-dire d'une comparaison entre le présent et le passé, pour savoir ce que nous sommes éventuellement en train de perdre. Donc oui, j'ai l'impression d'avoir plus d'écho parmi les gens que dans la classe politique. Monsieur Finkielkraut, c'est bien que vous ayez commencé par ça, par l'école, par la République. Vous savez que tout ce que vous avez dit, je l'approuve à 2000%. Mais la réserve que je vais vous faire, vous allez comprendre que c'est une réserve presque de méthode. Vous allez comprendre pourquoi. Évidemment, la République, telle que vous l'avez décrite, c'est la République qu'on a connue dans notre enfance, dans la vôtre et dans la mienne. Elle fonctionnait encore très bien comme ça, quoi qu'en disent les prétendus modernes qui pensent qu'on a une vision mythique et mythifiée et de la France et de la République. Mais je poserai la question à l'envers. Est-ce que vous ne pensez pas plutôt que notre vision de la République est tardive, trop morte? C'est-à-dire que, pour deux raisons, la République que nous défendons tous les deux, elle était dans une société qui était une société hiérarchisée, avec... oui, c'était pas Pinochet, vous comprenez ce que je veux dire? C'était pas la Corée du Nord. Hein. Je veux dire, la hiérarchie, pour moi, c'est pas une insulte. Hein. Non, non, je sais, pour moi non plus. Voilà. Donc c'était une société hiérarchisée, une société effectivement où il y avait le respect de l'autorité, où il y avait le respect du savoir, où la France était adorée, où on ne remplaçait pas la France par la République. Donc ce que je veux vous dire, c'est que, cette société est cul par-dessus tête et elle pense maintenant le contraire, et que deux,
Le mot même de République a tellement été dévoyé qu'il dit désormais le contraire de ce qu'on dit, vous et moi. Mais alors, d'abord, je ne veux pas apparaître ici comme un fétichiste de la République. Celle-ci a connu un certain nombre d'avatars. Les révolutionnaires, en 1789 et a fortiori en 1793, étaient obsédés par la table rase. Ils voulaient en finir avec la France d'Ancien Régime. C'est la Troisième République qui a un peu changé les choses, notamment avec Jules Ferry, comme l'a montré magnifiquement Mona Ozouf. Il avait une sensibilité d'héritier. Et la Troisième République a voulu assumer l'héritage de la France tout entière. C'est cette phrase de Péguy que je me répète souvent. La République une et indivisible, notre royaume de France. C'était aussi l'enseignement de Lavis. Donc voilà, nous étions, les Français étaient tous les héritiers d'une histoire faite de gloire et de regrets. Les ancêtres les Gaulois, quoi. Voilà, pas forcément les Gaulois, ça pouvait être aussi les Romains. Mais alors attendez. Oui, mais vous avez compris. Ce qui s'est produit, Chesterton a eu cette phrase qui est très belle d'ailleurs. Le monde est plein d'idées chrétiennes devenues folles. Le monde est plein d'idées démocratiques devenues folles, et notamment l'idée d'égalité, ce que d'ailleurs Tocqueville avait commencé de percevoir. L'idée d'égalité, si vous voulez, c'est complètement emballé. Nous vivons une sorte d'emballement égalitaire. Or, on s'est aperçu, en effet, que l'école de la République voulait faire partager l'héritage à tous, mais bien entendu, elle s'est rendue compte que tout le monde n'en bénéficiait pas au départ. C'est-à-dire qu'il y avait des enfants qui avaient accès par droit de naissance à la culture, d'autres qui devaient faire un effort supplémentaire. Le résultat, c'est qu'au nom de l'égalité, eh bien, on a décidé précisément de s'en prendre à l'héritage. Dans un premier temps, Bourdieu a dénoncé les héritiers. Dans un deuxième temps, dans la reproduction, il a dit l'héritage lui-même, la culture légitime n'est qu'une culture dominante. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On chasse les humanités parce que c'est un héritage. C'est un héritage inégalitaire. Et donc, on fabrique des ignorants, c'est-à-dire on part du présent. C'est la culture présente des enfants, c'est le numérique, etc. Et donc moi je dirais qu'effectivement, ceux qui portent atteinte non seulement à la République, mais à la continuité même nationale, européenne, culturelle, c'est précisément cette idée démocratique devenue folle qu'est aujourd'hui l'égalité. Je ne suis pas un partisan de l'inégalité, mais je pense en plus que cet égalitarisme, si vous voulez, défavorise ceux qui sont déjà défavorisés, parce que ceux-là n'auront accès à rien. Moi je passe sur Chesterton parce que cette phrase me la Bible. Moi je pense que les idées chrétiennes étaient folles dès l'origine. Mais pas moi. Quelque chose de fou. Pas moi. Alors, comme franchement, Chesterton mérite beaucoup d'attention. J'aime beaucoup Chesterton. Ah bon, comme penseur. De toute façon, c'est pas comme écrivain. La phrase de Chesterton, moi, je l'ai modifiée comme vous. J'ai vu ça. Mais le fil rouge de notre émission, c'est 2017. Oui. Tout porte à croire, avec toutes les précautions d'usage, qu'il va y avoir une opposition entre un candidat de droite, un candidat de gauche, avec l'extrême droite comme arbitre. Je voudrais savoir si vous n'êtes pas un homme politique, vous l'avez dit tout à l'heure, vous pensez que ces catégories de droite et de gauche sont encore valides? Non. Enfin, il me semble que la droite et la gauche ont en commun en France aujourd'hui de mépriser toute forme de sensibilité conservatrice. Je sais pas, il y a un parti conservateur en Angleterre. L'UMP cherche un nouveau nom. Peut-être va-t-elle finir par choisir les Républicains, peut-être pas. En tout cas, si un des candidats à la primaire avait dit pourquoi pas les conservateurs, ils se seraient tous complètement affolés. Conservateur aujourd'hui est un gros mot pour toute la classe politique, extrême droite comprise. Or, le conservatisme, c'est simplement, ça peut être simplement l'idée qu'il y a des choses à préserver dans notre monde. Donc c'est même, si vous voulez, le cœur de la pensée écologique. Et l'écologie, ça peut être la préservation de la terre, mais aussi du monde
monde, mais aussi de la langue. Il faudrait remplacer dans le vocabulaire politique aujourd'hui le verbe changer par le verbe sauver, parce que le changement, c'est le changement climatique, si vous voulez. Donc, or, de tout cela, je ne vois nulle trace. L'école, disait Hannah Arendt, doit forcément être conservatrice, puisqu'elle doit intégrer les enfants dans un monde plus vieux qu'eux. Tout le monde est réformateur, tout le monde ne regarde qu'à vers l'avenir, personne ne prend en charge le monde tel qu'il nous a été donné. Donc, je crois que ces catégories n'ont plus aucun sens, puisque précisément, personne ne voit le changement de paradigme qui exigerait une sensibilité conservatrice. Donc vous n'êtes ni de droite ni de gauche en ce sens-là. Vous êtes ailleurs. Je fais attention à ne pas utiliser l'expression ni droite ni gauche. Jeff Sternel nous a appris que ainsi parlaient les fascistes. Mais je ne me reconnais. Vous changez de paradigme. Il disait la France, elle est ni de droite. Je ne me reconnais ni dans la droite actuelle, ni dans la gauche actuelle, ni dans l'écologie actuelle, puisque précisément elle ne raisonne qu'en termes de nouveaux droits à accorder aux individus. Donc, effectivement, je suis un peu décalé par rapport à ce qu'est la vie politique de mon pays. Mais vous-même, j'ai lu dans une interview que vous vous disiez conservateur et libéral et social. Socialiste. Socialiste. Sauf que là, il y a une contradiction, mais peut-être que vous allez m'éclairer, parce que justement, je trouve, et c'est d'ailleurs ce que vous venez de dire, que ce soit le libéralisme qui n'est obsédé que par la réforme, on l'a vu dans le débat tout à l'heure, et que par le changement, et que par la destruction des structures traditionnelles pour mieux imposer le marché, ou que ça soit le socialisme qui, par férocité égalitariste, veut, et de la même façon, détruire les mêmes structures traditionnelles. Il faut que vous choisissiez. Soit vous êtes conservateur, mais vous ne pouvez pas être aussi libéral et socialiste. Il faut être au contraire contre les libéraux et contre les socialistes si vous voulez être un authentique conservateur. Mais je ne veux pas être un authentique conservateur. Alors, mais vous êtes attendez, je vais vous... cette expression conservateur, libéral, socialiste, elle ne vient pas de moi. C'est une expression utilisée par le grand penseur polonais, Leszek Kolakowski. Politiquement, j'ai été très influencé par les écrivains, les penseurs d'Europe centrale et orientale. Je dois beaucoup à l'article de Milan Kundera, La tragédie de l'Europe centrale, un Occident kidnappé, paru en 1984 dans la revue Le Débat, où il présente précisément ces révolutions comme des révolutions qui se sont faites, des révolutions dans l'Europe de l'Est, toutes ces révoltes qui se sont faites au nom du temps passé, des temps modernes, disait-il, des révolutions conservatrices. Et en 1978, Kolakowski, dissident polonais, publie cet article dans la revue Commentaire, comment être conservateur, libéral, socialiste. Il dit qu'il y a quelque chose à prendre dans ces trois idéologies qui sont notre patrimoine commun. C'est antinomique aujourd'hui. Non, parce que il ne s'agit pas d'être libéral ou ultralibéral. Il s'agit de réfléchir au fait qu'une société où la libre entreprise ne règne pas est en proie à la stagnation et au ressentiment. Il s'agit aussi de dire, contre un certain nombre de gens, que la redistribution du revenu, que l'impôt sur le revenu, c'est pas le goulag. Mais c'est en ce sens-là. Oui, bien sûr. Tout le monde est d'accord. Et tout le monde est d'accord, mais c'est en ce sens-là. Mais je pense avec vous qu'aujourd'hui, l'accent doit être mis sur cet aspect conservateur, non pas pour figer les choses, non pas pour manifester une préférence pour l'inégalité, mais pour sauver ce qui peut l'être. Et comme dit encore une fois Hannah Arendt, l'éducation doit être conservatrice pour préserver la capacité révolutionnaire de l'enfant. Parce que si vous voulez que quelqu'un commence quelque chose de neuf, il faut qu'il puisse évoluer à l'aise dans un monde plus vieux que lui. Ce monde, nous en avons la charge, nous devons contribuer à l'embellir ou en tout cas à empêcher qu'il s'enlaidisse davantage. Jusqu'à présent, je vote pour vous. Alors, ça me change des choses que vous écrivez sur moi. Ça dépend. Je ne suis pas d'accord avec tout ce que vous écrivez, avec tout ce que vous dites. Quand je suis d'accord, je le dis. Quand je suis pas d'accord, je le dis. Et vous le dites... Je l'ai dit directement. Mais voilà, c'est ça. Et quand je suis d'accord, je le dis directement. Alors, évidemment, nous avions prévu de vous interroger sur la France d'aujourd'hui, la France de l'après-Charlie. Mais alors, le débat a pris une tournure un peu étrange, avec un livre assez sidérant d'Emmanuel Todd, qui nous dit, eh bien, au fond, les 4,5 millions de personnes qui ont défilé
en mémoire des victimes de l'hypercachère et de la tuerie de Charlie, c'est pas du tout ce qu'on croit. Ce sont des gens qui sont issus de quelques traditions un peu fâcheuses. C'est la tradition anti-laïque, anti-musulmane et anti-dreyfusarde. Alors, comment vous avez reçu Écoutez, ce pamphlet? j'aurais plus un pamphlet qu'un préféré essai. ne jamais avoir à parler de ce livre. Simplement, c'est devenu un phénomène intellectuel, éditorial et médiatique. Il est publié dans une grande maison d'édition, du Seuil. Le Seuil. Il a été, si vous voulez, annoncé par l'Obs, comme on est obligé de dire aujourd'hui, un grand entretien qui est un véritable tapis rouge. Libération, au moins, a eu la décence de faire un débat. Ce matin sur France Inter. C'est pas la première fois qu'un livre est lancé comme ça. Non, mais c'est intéressant, parce que l'Obs avait fait une couverture sur Charlie, continuons le combat. 3 mois après, 4 mois après, il déroule le tapis rouge devant quelqu'un qui écrit « Des millions de Français se sont précipités dans les rues pour définir comme besoin prioritaire de leur société le droit de cracher sur la religion des faibles ». Donc moi je veux bien que l'ancien Journal des idées devienne un magazine de mode, mais pousser les responsabilités, si vous voulez, jusque-là, jusqu'à cette manière de faire des scoops et de changer du tout au tout en 4 mois, c'est saisissant. Et j'espère que les lecteurs... Non, mais il faut en parler de ce livre, vous êtes d'accord? Mais on en parle, mais on en parle sous la forme d'un débat. On n'en parle pas en le traitant comme une sorte de nouveau messie c'est l'appareil sociologique. médiatique, mais sur le fond. Je terminerai là-dessus pour dire que ce livre et cette interview chie sur la tête des lecteurs de l'Obs, parce que précisément, ils ont dit « je suis Charlie » et on leur dit « bah non, quand vous disiez « je suis Charlie », en fait, ça voulait dire « je suis raciste ». J'espère qu'ils sauront réagir et qu'ils protesteront, parce que ce serait sinon à désespérer de tout. Maintenant, sur le fond. Maintenant, sur le fond, c'est très intéressant. Voilà une thèse très simple. Les Français étaient complètement hystériques, précisément, ils se sont acharnés contre la religion des faibles, et il a cette phrase, à la suite des travaux de Durkheim sur le suicide ou de ceux de Max Weber, mon but c'est de faire comprendre aux gens les valeurs profondes qui les font agir et qui ne sont généralement pas celles qu'ils imaginent. Vous croyez lutter, vous croyez simplement vous indigner ou manifester même votre compassion pour ces gens que tout le monde connaissait, les Cabu, les Wolinski, les Charbes, les Bernard Maris, pas du tout, pas du tout. Vous n'y êtes pas. Je sais mieux que vous ce qu'il en est de vous. Et ça, c'est, si vous voulez, le vice profond. Juste une phrase. Est-ce que, quand vous dites ça, je comprends, hein, mais est-ce que vous ne tombez pas dans le travers que Todd lui-même dénonce? Il dit ceci: c'est le seul moment de ma vie, il parle des manifestations et de l'après-Charlie, où j'ai eu l'impression que ce n'était pas possible de parler en France. Vous nous dites, en fait, de donner la parole à Todd, parce que le journal n'épouse pas les thèses de Todd, il lui donne la parole, c'est pas possible. Je dis que quand Libération fait un grand entretien entre Geoffrin et Todd, je regrette que ce soit une première page pour ce libelle qui a quelque chose de barbare dans certaines de ses formulations, mais au moins il joue son rôle. France Inter ce matin jouait son rôle. L'Obs s'est couché devant un journal, devant un livre qui en plus insultait ce qu'on croyait être ses propres convictions. Mais je voudrais continuer. Le point de vue sociologique, c'est celui, comme l'a montré Pierre Manant dans un livre déjà assez ancien, qui en quelque sorte chasse la raison des actes humains pour la concentrer dans le regard du spectateur savant. Vous ne savez pas ce que vous pensez, je le sais mieux que vous. Donc c'est une manière de déchirer le tissu de l'implicite délibération humaine entre les hommes et l'homme qui les comprend. Mais Todd va plus loin. Il invente, parce que c'est quand même pas Max Weber ni Durkheim, il invente le racisme sociologique. Il dit, voilà, il y a 2 Frances qui ont manifesté. La France des nantis et la France des zombies. Les zombies, ce sont les catholiques zombies, c'est-à-dire ils viennent de régions anti-dreyfusardes et de régions... L'ouest de la France. Voilà, l'ouest, les Bretons, anti-dreyfusards et vichysois. Donc, si vous êtes né en Bretagne, vous êtes vichiste et vous êtes anti-Dreyfusard. C'est du racisme sociologique. Monsieur Finkielkraut, attendez. Monsieur Finkielkraut, moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas dans votre colère. Pardonnez-moi. Non, mais attendez. C'est pas de la colère, c'est du dégoût. Mais du dégoût, si vous voulez. Moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. D'abord, ça fait longtemps que les intellectuels dits de gauche prétendent parler à la place du peuple. C'est pas nouveau, vous me l'accorderez. Deuxièmement, ça fait longtemps, lui aussi, que Todd développe ses thèses et
moi, j'avais lu ses précédents livres. Il y a des choses intéressantes quand ils fondent. Attendez, soyez gentils. Quand ils fondent les familles politiques sur justement les conceptions familiales différentes. C'est pas inintéressant. Maintenant, il y a quelque chose que je comprends pas dans votre colère, puisque depuis 3 mois, depuis le Charlie, etc., vous avez très bien vu, comme moi, que ça s'est transformé petit à petit en lutte contre l'islamophobie. Vous avez expliqué... Et contre la laïcité. Voilà. Vous avez expliqué vous-même, dans une formule remarquable, que je vous félicite d'avoir eue. Et vraiment que je vous... Non, mais je dis ça parce que j'aurais aimé l'avoir. Vous avez dit maintenant le clivage entre le parti de l'autre et le parti du sursaut. Vous avez 1000 fois raison, et le parti de l'autre a gagné. Est en train de gagner. Exactement, et Todd n'est pas le seul, il y en a d'autres, Plenel et compagnie, qui vous expliquent que les responsables, c'est vous et moi, qu'on a ostracisé des jeunes gens, c'est pour ça qu'ils vont tuer les gens de Charlie et les gens de l'hypercachère. Donc je ne comprends même pas votre étonnement, et je ne comprends même pas votre colère. Vous ne devriez pas être étonné, c'est dans la lignée, et quand et le gouvernement ne dit pas autre chose. Attendez. Et en effet, il y a quelque chose qui s'est produit, c'est-à-dire le 11 janvier, il y a eu un mouvement spontané de stupeur, d'horreur et de compassion. Et très vite, et c'était la peuple comme nation qui est descendue. Les gens ont dit, nous sommes le pays de Voltaire, nous sommes le pays de Montaigne, nous voulons le rester, c'est la liberté d'expression, mais c'est aussi... Mais on peut l'affiner, l'analyse. C'est aussi le droit à l'humour. Et très vite, ce droit, cet esprit du 11 janvier s'est trouvé, si vous voulez, remis en cause, notamment par cette phrase malheureuse de Manuel Valls, dénonçant l'apartheid. Parce que tout d'un coup, c'est la République elle-même. C'est plus la République, si vous voulez, qui réagissait, c'est la République elle-même qui plaidait coupable. Et avec Emmanuel Todd, on trouve le couronnement de ce phénomène. Mais c'est un couronnement, si vous voulez, particulièrement effroyable. Il est dit de vous, Éric Zemmour, et de moi, que nos unions matrimoniales devraient nous interdire de parler au nom de la France parce que nous n'avons pas fait de mariage mixte. Il ne sait rien, Emmanuel Todd, du mariage que j'ai fait, de la vie que j'ai eue. Et on ose publier ça dans le NES. Et si je suis en colère, c'est parce que je lis cette phrase. Un détour par l'Académie française où un corps électoral âgé en moyenne de 78 ans vient d'élire Alain Finkielkraut. Moi, je veux bien qu'on se moque de l'Académie française. Tout le monde le fait. C'est la chose du monde la mieux partagée. J'en ai rien à faire. Mais 78 ans, vous prenez un sociologue, les sciences humaines, qui disent que l'âge est une honte. C'est 2 minutes. Moi, je croyais en la vie des idées. Je croyais encore en la vie des idées. Quand je vois ça, je me dis que quelque chose est vraiment pourri dans le royaume des idées en France. Oui, mais ce que vous dites sur le 11 janvier, les gens voulaient manifester, c'est vrai, c'était mon cas. Mais on peut quand même raffiner un peu l'analyse. Quand il dit les milieux populaires n'étaient pas là, les gosses des banlieues non plus, il n'a pas tort. Bien sûr qu'il a raison sur ce point. Bien sûr que non. Mais si. Bien sûr que non. Ceux qui n'étaient pas là, notamment à Paris, c'était les quartiers populaires, ce qui n'est pas du tout la même chose. Les quartiers populaires n'étaient pas là, donc le peuple a découvert sa propre division. Mais que nous dit-il? Il nous dit, évidemment, les musulmans de banlieue ne sont pas venus parce que ils sont déjà les victimes de l'islamophobie, une islamophobie qui s'exprimait dans Charlie Hebdo. Donc, si vous voulez, 4 mois après la mort de Charb, on nous dit que le vrai problème en France, ce ne sont pas les frères Kouachi, c'est Charb. Et en effet, s'il n'y avait pas pu Charb, il n'y aurait pas les frères Kouachi. Et Le Monde, d'ailleurs, va dans le même sens, puisque on vous fait un immense article sur le port de la jupe dans un collège de dans un lycée de Charleville-Mézières, pour dire la laïcité en France devient complètement hystérique, et c'est du fait de cette laïcité. Donc, si vous voulez, on croyait qu'il y avait un problème d'islamisme radical en France. Il y a simplement un problème de la République, de la laïcité. Voilà ce qu'on essaye de dire 4 mois après le 11 janvier. Ça me fait beaucoup de peine. Votre colère est d'une fraîcheur juvénile qui me touche. Mais moi, ça on va terminer là-dessus. C'est magnifique. Moi, ça me met... Merci beaucoup. Merci beaucoup.